Salut les marques, salut les smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le monde merveilleux du show bleu, le WWE Friday Night SmackDown 1148e du nom. Ça se passe à Phoenix, dans l'Arizona, USA. Au commentaire, Michael Cole et Pat McAfee. C'est donc le Go Home Show de SummerSlam. Alors, le Go Home Show, c'est le terme américain pour désigner le dernier show qui vous emmène vers le gros pay-per-view, vers le plus gros pay-per-view de l'été. Vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris ou tonton Catch-up. Et pour m'accompagner dans cette review de ce Go Home Show de Friday Night SmackDown, je suis accompagné par... Comment je vais présenter ça ? Je suis accompagné par la famille de l'Archange en fait, puisque on a une émission très spéciale pour ce SmackDown. Je reçois en tag team partner l'Archange Géliel et il va être accompagné par la jeune génération, par un millennials, en l'occurrence l'ami Gaël. Salut la famille. Salut tonton. Coucou. Salut Gaël. Tout va bien ici et effectivement on est parti pour commenter ce SmackDown qui précède le SummerSlam. Alors en plus, Géliel, t'es un rookie déjà confirmé qui est déjà passé à plusieurs occasions, donc les auditeurs savent que tu es un grand fan de Edge. Il me semble que Gaël également. Et ben je crois que ce SmackDown il était fait pour vous puisque c'est tout simplement Edge qui fait son entrée pour démarrer le show. Il est assis sur le ring et il va nous expliquer un peu de quoi va entendre parler Seth Rollins dans les 3 prochains jours là, avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y aura évidemment des récaps vidéo. La botte il sent la botte de Rollins sur sa nuque et ça c'était en 2014, mais il a l'impression que c'était hier. Alors il est inquiet pour sa vie, hein, Edge. Il faut quand même en parler. Il est inquiet pour sa famille. Voilà, on est en plein dans un épisode familial aujourd'hui, peuple de catch-up. Donc inquiet pour sa famille, notre ami Edge quoi. Et la semaine dernière, Seth Rollins l'a encore menacé et ça sera arrivé à pas mal d'occasions. Il sait que dorénavant, le curb stomp, ça peut lui faire mettre fin à sa carrière si Rollins réussit à SummerSlam. Il se sent en danger, il est acculé, notre ami Edge. Mais il est acculé, mais il est en mode un peu agressif quand même. Donc, et si Rollins pense tout ce qu'il a dit, il va aller jusqu'au bout de ses idées. Et c'est pour ça qu'à SummerSlam, Edge, non seulement il doit briser Rollins, mais il doit aussi tout simplement l'humilier. Alors là, on sent un Edge. Alors déjà, on va parler dans l'ordre. Une pop monumentale, voilà, en Arizona, là, à Phoenix, il l'attendait de pied ferme, le Canadien. Et l'entrée et tout le segment, j'ai envie de dire, va être suivi par le public parfaitement. Tout va s'emboîter comme il faut. Et puis Edge va nous faire une de ses fameuses gueules, dont lui seul a le secret pour terminer sa promo là. Et sans spoiler complètement ce qui va se passer par la suite du show, mais on va avoir évidemment au cours de la soirée la réponse de Seth Rollins. Alors, la famille aficionado de Edge, on va plutôt commencer par l'ancien, par le patriarche, par le Géliel. Alors Géliel, cette intro de Edge dans ce SmackDown. Vraiment incroyable. Comme tu l'as dit, la pop à l'arrivée de Edge était énorme. Ouais. On sent bien que tout le monde l'attendait et tout le monde était très content de le voir. Et du coup, ça a un petit peu, c'était étonnant du coup qu'il soit mis dans cette espèce de semi-pénombre au milieu du ring, et avec une caméra très proche, avec des mots très forts, avec là où il a commencé à exprimer le fait qu'il allait chercher la part sombre, que Rollins l'avait amené sur une part sombre qui était compliqué pour lui d'atteindre et surtout de revenir, mais qu'au final ça le dérangeait peut-être pas tant que ça et que ça allait l'aider justement pour traiter Rollins comme il se doit lors du SummerSlam quoi. Et c'était un moment ultra fort que j'ai trouvé vraiment sympa quoi, avec une nouvelle facette de Edge actuelle. Il l'avait déjà fait, mais depuis qu'il est revenu, on n'avait pas eu droit à cette version là. Toi, Gaël, alors toi, c'est intéressant parce que vis-à-vis de toi, Edge, c'est un vieux catcheur, c'est un catcheur de la vieille génération, un gars qui a été absent pendant pas mal d'années et qui revient là depuis un an ou deux. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, est-ce que t'aimes justement ces exercices là où le catcheur il vient tout seul au milieu du ring avec un micro et puis qui balance le mic quoi. Est-ce que t'aimes ce genre de segment? Ah bah oui, moi j'aime bien, surtout que tu sais que là c'est vraiment pour dire qu'il est pas content et qu'il est pas venu pour jouer au Shifumi quoi. C'est
Ouais, on est d'accord. Il veut et du coup, je sais pas, j'ai pas. Il a vraiment venu ici pour attaquer Rollins, quoi. Ouais, et puis c'est une rivalité qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. Là, on est dans le crescendo. Dimanche, ça va se régler cette affaire. Donc, de toute façon, là, ils sont chauds comme de la braise l'un et l'autre. On le dit depuis plusieurs semaines à catch-up. C'est un grand match qui est en train d'arriver, Géliel, là. Ah oui, clairement. Entre ces deux gros techniciens, je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Il y a le côté passation qu'il y a entre les deux énormes opportunistes. Plus là, quelque chose qui nous ont construit en plus autour de la blessure, du fait de Rollins qui veut renvoyer Edge à son rôle de père, etc., etc. Il y a beaucoup de choses autour de ça, et moi, je trouve que ça marche plutôt bien, quoi. Ouais, écoute, on continue dans la famille, parce qu'on va quitter Edge pour retrouver la famille des Los Mysterios dans la Gorilla Position où tu as Dominic Mysterio qui va accompagner papa pour le énième match de cette rivalité en 1 contre 1 entre, cette fois, c'est Rey Mysterio et Jey Uso. Voilà, on va dire comment dire ça, le discours habituel sur le fait qu'ils vont gagner, qu'ils vont repartir avec les titres à SummerSlam. Rey lui dit qu'il faut rester concentré sur ce qui se passe ce soir. Donc ce soir, c'est SmackDown. Ils vont s'affronter donc pour le premier match de la soirée dans ce SmackDown. Et ça va être un match qui va être... alors c'est assez étonnant parce que c'est très souvent l'opener ces dernières semaines. Alors c'est soit Jey, soit Dominic, soit Jimmy, soit Rey. Le match fait souvent entre 9 et 12 minutes. Là, ça échappe pas à la règle. Le match va durer 11 minutes 30 où ils vont nous faire du classique parce que le problème, c'est qu'il commence à y avoir pas mal de redondance dans ce match-là. Alors c'est pour nous teaser. Malgré tout, on est là pour teaser le match qui va se dérouler dimanche pour le titre tag team. Et ils vont le faire plutôt bien. Entre Rey et Jey Uso, il y a une belle alchimie dans le ring. Ça s'envoie bien tous les deux, ils se connaissent bien, donc ça va nous donner un match alerte et assez rythmé. Mais à la fin du match, Dominic va essayer d'aider le papa à réussir à tomber, mais il va se faire attraper par l'arbitre. Dans la confusion, les Usos vont en profiter pour attaquer la famille. Du coup, derrière, il y a un concours de frog splash par les Usos et ça va se terminer par un tombé victorieux pour Jey Uso. Victoire. Je sais pas si c'est avec conséquence ou sans conséquence en vue de SummerSlam, mais encore une victoire, on va dire, pour les Jey Uso qui restent forts, et puis les Mysterio qui restent de toute façon des challengers totalement ouverts et probables pour dimanche. Je pense, Géliel, là, on a un match assez équilibré qui se profile là. Oui, clairement, les matchs 1 contre 1 qui précèdent indiquent pas forcément grand-chose. Ouais. Je trouve qu'il faut même plus évoluer, comme on l'a vu lors du segment d'avant-match, l'éventuel split entre Papa Rey et puis Fiston Dominic, puisque une fois de plus, c'est une boulette de Dominic qui fait perdre le match à Rey Mysterio. Alors, ils n'ont pas trop insisté sur le segment post-match sur cet aspect-là, mais on a bien vu quand même que ça discutait. Donc, je pense que par rapport au match de SummerSlam, pas grand-chose qui évolue, mais pas mal de choses qui se construisent petit à petit. On en avait déjà parlé sur les Mysterio entre eux, quoi. Toi, Gaël, t'aimes bien ce truc-là de père et fils? Tu trouves pas ça assez incroyable quand même? Moi, je trouve ça assez bien, mais on sent vraiment que, par contre, Rey Mysterio, il commence un peu à affaiblir un peu. Ah, et ouais? Puis, Dominique, c'est comme il l'a dit, et il va peut-être lancer une carrière solo, et du coup, et je pense qu'il va peut-être pas aller non plus dans les très hauts du catch, il va plutôt aller dans la mid-card. Ouais, tu l'imagines plutôt comme un mid-carder que... Oui, moi aussi, je t'avoue aussi que j'ai du mal pour l'instant à envisager Dominique plus haut dans la carte. Ça me paraît un peu compliqué. Là, on est plutôt dans la passation de pouvoir, si tu veux, là, entre le père et le fils. Et si tu nous écoutes, on pense aussi qu'effectivement, peut-être ça va se diriger vers une rivalité tout simplement entre le père et le fils. Et là, on est un peu au niveau du timing, ça pourrait coller avec le WrestleMania 38, là. Donc c'est une affaire à suivre. Allez, on enchaîne avec le match qui suit derrière. C'était Baron Corbin versus Kevin Owens. Alors, depuis la semaine dernière, Baron Corbin a volé
le Money in the Bank, a volé la mallette, mais il est toujours en balade avec un peu partout dans le locker room. Là, pour le coup, il arrive sur le ring carrément avec, et ça lui a pas bien pris parce que ça n'a pas été forcément une bonne idée. Il affronte Kevin Owens, qui est un peu sa némésis du moment, et durant le match, il va y avoir une intervention de Biggie qui va s'attaquer à Corbin. Ça va causer la disqualification et ça va offrir la victoire par défaut à Kevin Owens. Mais après le match, Biggie va reprendre logiquement la mallette durement acquise, mais malgré tout, Baron Corbin va pas se laisser faire et va attaquer dans le dos Biggie et va réussir à rechoper la mallette et à se barrer à nouveau avec. Alors, Baron Corbin s'accroche à la mallette. Le match est très anecdotique, il dure 3 minutes. Donc, Géliel, écoute, Baron Corbin, il a décidé d'être complètement dans la picture du Money in the Bank et il lâche pas l'affaire. Oui, et puis, alors on avait parlé de mettre les juristes sur l'affaire. Est-ce qu'on a le droit, en volant la mallette, de devenir légitime sur le Money in the Bank? Ouais. On n'a pas encore eu les réponses des juristes, mais ça saurait tarder, j'imagine. Mais oui, là, le match est effectivement anecdotique. Kevin Owens, il roule un peu sur Baron Corbin. L'intervention de Biggie qui se relaisse voler la mallette derrière. Bon, ok, bon, on verra ce que ça donne puisqu'ils sont en train de construire quelque chose. Il y a tellement de fois où ils nous balancent des trucs tout faits que pour une fois qu'ils essayent de prendre un peu de temps pour construire quelque chose, on va pas leur reprocher, quoi. Voilà. Gaël, toi, t'aimes bien le principe de la manette là, du Money in the Bank? Bah, moi je trouve que il l'a volé donc il l'a pas. Et aussi, Baron Corbin, c'est ce qu'il a toujours fait. Il arrive, il défie, il est pas content et il se fait rouler dessus. C'est. Baron, si tu nous regardes. Donc ensuite, ensuite, il repart avec sa calvitie, comme ça. Voilà, bah ouais, c'est comme ça, ouais, qu'est-ce que tu veux. C'est un peu tristounet par moment, quoi, mais c'est comme ça. Allez, on repart, on va cette fois-ci aller en backstage où on aura une interview avec Kayla Braxton et Bianca Belair. Va y avoir une vidéo de la rivalité. Alors, on vous le dit tout de suite, il va pas y avoir Sasha Banks. Sasha Banks va être présentée que par le biais de la vidéo, etc. Elle va faire un no-show finalement pendant ce SmackDown et on aura une absence totale de la challengeuse. Donc on espère que tout va bien pour Sasha Banks, mais tout se concentre vraiment autour de la championne. Alors ce soir, elle va affronter Zelina Vega ce soir, puisque en ce moment il y a Carmella et Zelina qui jouent un peu les gardes du corps entre guillemets de Sasha Banks. Donc elle les affronte un peu les unes à la suite des autres. Ce soir, ça va être réservé à Zelina Vega. Et finalement, elle lui dit que c'est pas risqué d'affronter deux lutteuses la veille de ce SummerSlam, mais elle accepte d'affronter également Carmella. Donc il y aura un double match pour Bianca Belair. Alors je vous propose qu'on fasse est-ce qu'on fait un petit saut dans le temps? Oui, on peut faire carrément le saut dans le temps. Donc on passe directement aux affrontements entre Bianca Belair et Zelina. Alors ça va être des matchs finalement que la championne va gérer assez facilement. Le premier match, je crois, dure 2 minutes 17 exactement. Je cherchais le temps exact. 2 minutes 17 pour le match versus Zelina Vega. Et un peu plus long, Carmella aura fait une plus grosse résistance avec 3 minutes 57. Zelina Vega va tout simplement se prendre le key of this, hein, et ça sera exactement le même tarif pour Carmella. Après le match, quand même, Carmella va être mauvaise perdante, hein, parce qu'elle va coller un super kick sur Belair, et ça, c'est pas sympa, il faut le dire, c'est pas très sport. Alors, Géliel, la championne, se tartine pour le Go Home Show un double match. C'est assez surprenant, ça. Alors oui, mais en même temps, elle en ressort ultra forte, quoi. Parce qu'elle a quand même été très impressionnante. Alors contre Zelina Vega, c'était pas forcément nécessaire de sortir toute l'artillerie. Ça a été assez rapide et puis elle a jamais fait illusion. Contre Carmella, ça a été un peu plus chaud, mais elle nous a fait encore une démonstration de force là quand elle est dans une prise où elle est en dessous. Et puis finalement, elle arrive à retourner Carmella qui est dans son dos, la ramener devant et puis la ressoulever. Pour la mettre en souplesse arrière là, un truc mais incroyable quoi, vraiment incroyable quoi. Et donc elle sort très très fort finalement, je pense, de cette double confrontation avec les deux osos là, et donc ça nous augure que du bon pour le match de SummerSlam. Gaël, toi, qu'est-ce que tu penses de Bianca Belair et puis qu'est-ce que tu penses du catch féminin en général? Moi je pense que c'était assez bien, et puis Bianca Belair, tu sens qu'elle est ultra forte et qu'après le match, tu sens aussi qu'elle a pas fini de briller dans le
dans le catch féminin. Et puis aussi, ça m'a fait un peu penser à un donjon dans les jeux vidéo. Elle affronte les 2 sbires de Sasha Banks, puis ensuite affronter le boss, même The Boss, à SummerSlam. Ah ouais, mais ouais, ça va faire c'est une grosse affiche, grosse affiche en perspective. C'est le match retour en fait, hein, après WrestleMania. Donc quand elle se rend compte, ça rigole pas. C'est dans les 2 plus gros shows de l'année, WrestleMania et SummerSlam. Donc là-dessus, il y a pas de problème. Donc Bianca Belair, ouais, je suis d'accord avec vous, hein, et vraiment bookée très très forte. Gagne ses matchs largement et supérieurement athlétique de toute façon. Donc on n'arrive pas à imaginer une seule seconde que les 2 autres puissent résister. Quoi que ce soit avec la Bianca Belair. Donc non, elle fait pour moi un très beau run de champion depuis WrestleMania. J'ai eu l'occasion de la voir dans un documentaire là, le 24 là, qui est sorti sur le WrestleMania Night 1. Il y a un Night 1 et Night 2 qui est sorti ce week-end. Le Night 2 doit sortir la nuit du dimanche à lundi aussi, après TakeOver 36. Et je vous encourage à aller les voir. Le Night 1, il est consacré à Bianca Belair, Bobby Lashley. J'ai oublié qui d'autre, mais c'est un survol un peu général de ce qui se passe lors de la nuit de WrestleMania Night 1. Et c'est très bon. Allez le voir, c'est le 24 heures. Les documentaires de la WWE sont en général de très bonne qualité. Allez, on reste chez les filles. On va avoir un match par rapport au tag team féminin, où on va avoir les nouvelles arrivantes. Shotzi Blackheart et Tegan Nox qui vont affronter les championnes en titre, Natalya et Tamina. Ça va être un match pareil qui va être aussi assez rapide puisque ça va être un match qui va durer 3 minutes. On sent alors là pour le coup que c'est vraiment un match qui est là pour peut-être au-delà de meubler, mais surtout pour installer Shotzi Blackheart, c'est Tegan Nox qui surtout elle est de retour depuis pas très longtemps, qui a eu des grosses blessures au genou et qui finalement est de retour et a été mis en tag team avec Shotzi, un peu aux dépens d'Ember Moon d'ailleurs au passage. Et il va y avoir une petite victoire tranquille, le petit quota obligatoire de roll-up, puisqu'il va y avoir une victoire par roll-up de Tegan Nox sur Natalya. Géliel, qu'est-ce que t'en penses toi? Là, on les installe, les jeunes demoiselles qui viennent d'arriver là. Comment rester courtois, on va dire. Non, j'ai trouvé le truc mais nul qui se termine sur un roll-up from out of nowhere, de l'espace, match vraiment sans intérêt. Je ne sais même pas si Tamina est rentrée. Il a duré quoi, 27 secondes le match, quelque chose comme ça. Horrible, ouais. À oublier vraiment. Alors j'imagine bien que c'est pour construire effectivement Tegan Nox qui apparaît un peu plus costaude, mais non, vraiment horrible. Gaël, tu connaissais Shotzi Blackheart et son tank? Ah, ça, ouais, je connaissais, je m'en souvenais quand même, parce que c'était assez marrant. Mais par contre, le combat, c'est pareil, il dure 3 minutes, et en 3 minutes, c'est pas passé grand-chose, et en plus, finir là-dessus. Alors que les deux championnes, elles roulent sur tout, elles se font terminer par un petit roll-up tout nul. Bon, c'est bien d'avoir une review familiale parce que alors on va être tous d'accord. Donc oui, je suis assez d'accord avec vous de toute façon, mais ça a été un peu tout le long du match, tout ce SmackDown, ça va être quasiment une récurrente, puisque hormis l'opener entre Jey Uso et Rey Mysterio, il y aura jamais un match qui ira au-delà des 4 minutes. Donc là-dessus, on va pas être super gâté dans ce SmackDown, et la suite va le montrer tout de suite, puisque Otis et Montez Ford vont s'affronter dans un match. Alors pareil, ils sont en rivalité, les Alpha Academy et les Street Profits, qui sont un peu la mid-card de la Tag Team Division en ce moment. Et alors qu'on a quand même du temps d'antenne, ils sont là quasiment toutes les semaines, mais à chaque fois pour des pauvres matchs. Donc là, match de 5 minutes, match de 2 minutes 48, avec une victoire d'Otis cette fois-ci. Alors pareil, c'est un peu comme Jey Uso et Rey Mysterio, ça s'échange les victoires. Là, ce coup-ci, c'est victoire pour Otis qui bat Montez Ford. Géliel, quelque chose à dire là sur la mid-card de la tag team? Non, le match se laisse bien plus voir que le match précédent pour moi. Otis continue à monter et à construire et à consolider son nouveau personnage. Il est quand même montré assez fort, je trouve. Ou alors Montez Ford qui se fait quand même bien écrabouiller post-blessure, on va dire, mais puisqu'ils en ont reparlé un peu dans le package vidéo à l'entrée.
se fait quand même bien écrabouiller. Il n'a pas eu l'occasion de faire trop grand-chose. Non, le truc se construit doucement. Après 4 minutes, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de voir grand-chose, quoi. Gaël, t'es plutôt team Street Profits ou team Alpha Academy? Street Profits, parce que moi j'aime bien Montesfort et aussi l'univers des Street Profits où c'est plutôt dans la rigolade, etc. C'est bien. Et puis je suis un peu déçu du match parce que je m'attendais à ce que Montesfort fasse des gros saltos dans tous les sens, etc. Mais ça n'a pas été trop le cas. Et ben voilà, écoutez, si vous vouliez encore des matchs de moins de 3 minutes, et ce qui va suivre, ça va être dans la même veine, puisque là, sauf que là, cette fois, on aura un tag team match avec un tout frais champion intercontinental en la personne de Shinsuke Nakamura, qui est accompagné par Rick Boogs, et pas qu'à la guitare cette fois, puisqu'il l'accompagne également entre les cordes. En face, il y a l'ancien champion intercontinental Apollo Crews, qui est avec le Commander Aziz. Et écoutez, mes pauvres amis, un match de 2 minutes 57, pareil, qui va être expédié. Alors là, moi, j'étais un peu déçu parce que j'espérais quand même que ça allait rester un peu dans le ring. Il y avait de quoi nous montrer. Je voulais en plus un peu voir Rick Boogs, voir un peu vraiment ce qu'il allait donner entre les cordes dans un vrai match. Et c'est pas en 3 minutes qu'on peut se faire véritablement une idée sur le potentiel de ce catcher. Par contre, il va faire quand même à noter un beau power slam sur Apollo Crews pour le victoire et le tombé final. Donc le finisher, en tout cas de Rick Boogs, est plutôt sympa. Ça confirme Nakamura sous les ors du titre intercontinental. Géliel, confirmation de Shinsuke et Rick Boogs, qu'est-ce que t'en penses? Plutôt surpris, étonné par Rick Boogs parce que il a fait, il a allié un peu de comedy wrestling quand il faisait il jouait des cordes sur, alors c'était sur Apollo Crews 2-3 fois, puis après il a quand même fait une démonstration de force assez importante où il retournait 2-3 fois, pareil Apollo Crews. Le match en lui-même était pas terrible, vraiment pas terrible. Apollo Crews est booké hyper faible sur ce truc-là. Il n'a pas fait grand-chose vraiment. Aziz est rentré, il nous a montré qu'il était peut-être pas encore complètement dans une shape extraordinaire et puis il est vite ressorti. Après victoire, pour la team King Nakamura, ok, mais un peu trop court pour qu'on puisse voir quelque chose, mais plutôt encourageant par Boogs. Gaël, toi, Shinsuke Nakamura, là, c'est un tout nouveau champion intercontinental, là. Moi, j'ai trouvé pas le match très nul, mais pas fifou non plus. Je l'ai bien aimé, surtout que Shinsuke Nakamura, moi, quand il a gagné le Royal Rumble, moi, j'étais hyper content parce que à cette époque, je l'aimais bien. Et puis là, quand il a raté son Kinshasa, c'était un peu le seul moment que j'attendais le plus dans le match. Et qu'il le rate comme ça, c'est... Ça fait combien d'années que tu regardes du catch? 2014. T'as 12 ans, c'est ça? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans? D'accord, ok, ouais. Donc t'as bien suivi toute la période des années 2010-2020. Et donc tu connais bien tout l'univers, tous les personnages, les divisions féminines, tu connais tous les codes en fait. Les ceintures, l'organisation des shows... j'imagine que ça doit t'arriver de parler avec papa aussi un peu du booking, des choses comme ça. Donc c'est intéressant d'avoir. Tu sais que c'est la première fois. Peuple de catch-up, quand même, c'est une première. La première fois qu'on a un jeune comme ça, un jeune mineur qui vient témoigner. Et c'est intéressant. On a vu l'occasion de parler de toi en fait déjà avec ton père à l'antenne. J'avais entendu le You Talk Too Much. Ah ouais, tu l'avais écouté. D'accord, ok. Ouais, voilà, tu vois, on avait l'occasion. Allez, écoute, sans transition, on va passer, on va passer au main event parce que le main event catch, c'était donc le deuxième et dernier match de Bianca Belair face à Carmella. Et derrière, on entre avec la tête de la table, puisque c'est la dernière possibilité qu'il y a de s'expliquer entre John Cena et Roman Reigns. Alors, du Star Power, par contre, il y en a à SmackDown. Les matchs ne durent pas forcément 20 minutes, mais il y en a du Star Power à SmackDown. Il n'y a pas de problème. Entre Edge, Seth Rollins. Ah, mais Seth Rollins, je ne l'ai pas oublié, cet ami. Ah, mais si, je l'ai oublié, cet ami. J'ai oublié. Avant de passer à ce qui s'est passé à la fin du show. Seth Rollins, parce qu'il est venu répondre à Edge. Il est monté sur le ring, le micro en main. Et il a dit que Edge, voilà, il commençait déjà à chercher des excuses pour sa future défaite à SummerSlam. Donc, pour lui, il n'y a pas de honte à avoir de défauts, à avoir des coins sombres, à avoir les ténèbres qui l'ont guidé autrefois. Et que sans cette noirceur, Edge, il n'est pas à son meilleur niveau. Rollins, il va être interrompu
par Edge qui va apparaître sur le Titanton. Il va dire à Rollins de rester vigilant que les monstres sortent de la nuit. Alors tout ça avec plein de flammes tout autour de lui qui rappellent un peu son ancien thème et on les voit pas venir. Et là-dessus, il va y avoir un espèce de liquide noir pétroléeux, on va dire, qui va tomber du haut du ring et qui va s'abattre sur un Seth Rollins qui était dans un magnifique costard tout blanc et va se retrouver tout noir, dégueulasse. Voilà, c'était le cadeau de Edge à Seth Rollins avant SummerSlam, Géliel. Le moment était sympa, surtout que il est arrivé mais vraiment dans son costume. Alors pour une fois qu'il nous avait pas sorti une veste de costume avec des fleurs, des machins et compagnie dont il a le secret, Seth Rollins, tout blanc, parfaitement immaculé. Il était au milieu du ring à faire sa promo trail où il a encore demandé à tout le monde de se taire et compagnie de l'écouter. Et du coup, moi je m'attendais pas forcément, j'ai pas fait le lien avec une vieille entrée de Edge de l'époque, donc du coup je savais vraiment pas, et je pense que Gaël pareil, on savait vraiment pas de quoi il allait retourner. Et donc effectivement, quand il y a eu l'apparition de Edge, j'ai trouvé vachement sympa. Pareil, en gros plan comme ça, il est capable de produire des émotions avec son visage. Alors je sais tout ce que tu penses de son visage, tonton, il y a pas de souci. Néanmoins, il arrive à faire passer des émotions, et derrière avec l'espèce de pétrole. Je sais pas trop quoi, qui lui est tombé dessus, où il a glissé dedans, il a fallu 25 fois avant de pouvoir se relever. J'ai trouvé le moment vraiment super sympa, quoi. Gaël, tu dois commencer à être habitué, ça arrive souvent que des catcheurs à la WWE se prennent différentes mixtures, on va dire, sur le coin du visage. Mais moi, à ce moment où il était en train de parler Seth Rollins, etc., de dire qu'il allait gagner le match, etc., puis là... tout noir avec des flammes, etc. Ça me fait beaucoup penser aux apparitions de Kane et de Taker. Ouais, c'est ça, ouais. Etc. Et ça a été un sacré adversaire de Kane et du Taker, Edge. Donc c'est clair que tout ça, c'est pas mal de références. Là, pour le coup, on a un catcheur avec un gros background en la personne de Edge. Donc fatalement, il peut y avoir des rappels au passé assez importants. Et je pense qu'à SummerSlam, on n'y échappera pas non plus de toute façon. Donc, mais ça a déjà bien commencé depuis qu'il est de retour. De toute manière, il y a tout un tas de références. On avait eu aussi le câlin avec Christian. On avait eu différentes choses. Oui. Donc là-dessus, avec Edge, ils ont tout ce qu'il faut comme image et comme historique pour pouvoir faire des rappels quasiment à chaque émission, quoi. Il y a la matière, et dans la manière dont c'est présenté, je trouve que ça marche en fait. Ça marche plutôt pas mal, quoi. Ouais, et puis il a une gueule, ce mec, parce que tu parlais de ce que je disais sur son visage, mais oui, effectivement, parce que c'est un homme que je trouve assez laid, mais du fait de justement un peu de moi que je trouve cette disgrâce fait qu'il fait ressortir des émotions là quand il est pas content. Il a les yeux grands ouverts là. Et puis que cette rivalité, elle est menée de main de maître et que tout s'emboîte parfaitement depuis le début et que ça va donner un grand match à SummerSlam. Je pense que ça va peut-être pas être le show stealer, mais pas loin. Dans ce SummerSlam, donc un match à largement surveiller, mais on va en reparler pendant les pronos. Allez, on finit ce SmackDown avec Roman Reigns, donc qui fait son entrée avec Paul Heyman, suivi par John Cena. Reigns, il va nous dire que voilà, plein de gens depuis le début de la rivalité lui ont dit plein de trucs à la con, plein de trucs stupides, comme John Cena d'ailleurs la semaine dernière. Cena, il pense qu'il va pouvoir le battre sans problème, et ça va être un peu compliqué. Heyman rappelle que personne n'a toujours battu ce Roman Reigns là, la tête de la table là, depuis SummerSlam 2020, mine de rien. Cena, lui, il a confiance, hein. Il sait qu'il va y mettre fin, que tous les regards sont tournés vers eux pour SummerSlam. Il est là pour prendre le titre, il est là pour prendre le 17e titre. Il va ramener Roman Reigns sur terre. Il est plus là pour promouvoir ses films, plus là pour faire le barbeau en communication, mais bien pour reléguer Roman Reigns et pour reprendre le titre. Un match que Roman Reigns n'aurait jamais voulu et que voilà, le record, en fait, le record, tout simplement, on lui tend les bras. Alors ça, quand même, ça serait énorme, quoi. 17 titres, ça serait incroyable. Roman Reigns, il va demander à John Cena s'il pense qu'il est meilleur que lui. Et finalement, Roman Reigns va décider de faire une annonce avant de partir, finalement, avant que s'arrête le show, en expliquant tout simplement que soit il va quitter le stade pour SummerSlam en étant champion universel, soit il quittera la WWE. Après, il va s'en prendre un peu à John Cena, qui va réussir à le contenir et qui va s'en aller. Le show se termine de cette façon. Donc finalement, ce SmackDown se termine avec une stipulation ajoutée par le Big Dog, un Living WWE en cas de défaite, Géliel. Ouais, surprenant, surtout que ça arrive dans les dernières secondes de la promo.
Alors on verra ce que ça donnera. Faut peut-être encore que ce soit clean. Faut peut-être encore qu'on va voir ce que ça va donner, ce que ça va apporter. Sinon, moi, c'était bien dans la continuité de ce qu'on a vu jusqu'à présent au niveau des promos. John Cena qui fait même le 1, 2, 3 sur un petit roll-up après avoir une petite interaction physique. Ouais. Non, très, très sympa. Il est bien parti sur son gimmick 1, 2, 3. Hein. Il le fait répéter, je crois, 4 ou 5 fois. Donc voilà, tout est en place, quoi. On n'a plus qu'à attendre le match. Gaël, alors toi, quel effet ça fait un garçon de ton âge là d'avoir un Roman Reigns versus John Cena là, quand on est fan de catch là à SmackDown, ils envoient du lourd, hein. Bah moi j'étais totalement fou à la fin de c'était Money in the Bank. À la fin de Money in the Bank où il y a l'intro de John Cena, ça m'a fait vraiment des petits frissons. Et puis là voir qu'il arrive pour en découdre avec Roman Reigns, ça me fait plaisir. Mais sauf que la condition de Roman Reigns, ça m'a fait remettre en cause ma dernière prono. Et si en fait cette condition, c'était un moyen pour John Cena de quitter la WWE. Ouais. Parce que en ce moment, il était plus trop là. John Cena, il faisait des films. Et du coup, il revient contre Roman Reigns. Et si c'est ça, Roman Reigns, en plus, ça le propulserait ultra haut. Et ce serait vraiment... Et à la base, si on parle juste le cœur, t'es plutôt Team Cena ou Team Reigns? Bah, Team Cena, voyons. Team Cena, ouais. Tu sais que c'est la photo de profil du Twitter de Catch-Up. Hein. C'est immuable John Cena. Et ben voilà, mes amis, on est arrivé à la fin de ce 1148e SmackDown. C'est l'heure du top flop note. Alors, Géliel, tu vas ouvrir le bal. Le patriarche va ouvrir le bal. Alors, mon top... alors ça va être la promo de Edge que j'ai trouvé vraiment bien, entre tout le décorum, stade noir plus juste la chaise et Edge posé, le fait qu'il aille chercher un peu dans sa part sombre, etc. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Le flop, je vais le donner à la tag team, au match tag team avec Natalya et Tamina et puis Tegan Nox et puis Flûte. Comment elle s'appelle Shotzi Blackheart. Ouais, c'est ça. Ou qui se termine par un roll-up abominable. Donc là, le flop absolu, il sert à rien. Parce que même en plus sur un roll-up, ça fait même pas bulle d'effort si on veut construire un peu l'équipe. Donc ça fait, enfin bref, ridicule. Et puis la note, j'essaye souvent d'être positif. Là, je vais mettre juste une moyenne à 2,5 parce qu'il y a eu des belles promos. Mais dans le ring, j'ai pas trouvé vraiment grand-chose de super sympa. Donc 2,5 pour la note. Alors Gaël, ton top flop note, ton premier top flop note officiel à Catch-Up. Mon top, ce serait la promo de Roman Reigns et de Cena parce que c'est les têtes d'affiche du SummerSlam et ça me fait toujours plaisir de voir Cena arriver et l'ambiance du public quand il arrive. Le flop, c'est comme papa, le combat de Nia Jax et Tamina contre... Natalya et Tamina. Natalya et Tamina, ouais. Natalya et Tamina. Contre... Shotzi et Tegan. Ouais. Et ma note, ce sera 3,5. Ah ouais, pas mal. Note pas mal, quoi. 5. Eh bah écoute, moi je vais être un peu entre les deux. Moi je regrette quand même l'absence. Enfin, bizarrement, il y a eu beaucoup de matchs, mais que des matchs très très courts. Donc, alors SmackDown, des fois, on a que 3 ou 4 matchs. Et là, pour le coup, on a eu beaucoup de matchs, mais avec que des durées de catch vraiment limitées entre les cordes. Donc ça, c'était un peu dommage. Moi, je vais donner mon flop. C'est un flop, mais je vais donner surtout mon flop à l'absence de Sacha, quoi. Parce que du coup, c'était un peu ennuyeux pour le Go Home Show.
qu'on n'ait pas la contender, number one contender qui soit présente. Alors, on ne connaît pas les raisons à l'heure qu'il est de son absence de ce SmackDown. C'était peut-être totalement voulu, peut-être pas, je ne sais. Je connais pas la raison. Donc, du coup, moi, j'ai trouvé ça dommage. Seth Rollins est venu répondre à Edge, Reigns et John Cena. Enfin, je veux dire, tous les gros trucs, les mystères, tous les autres se sont interpellés, etc. Et là, Sasha Banks, pour une raison non identifiée, mes amis, peut-être vous nous fact-checkerez dans les commentaires quand sortira cette vidéo. Mais voilà, donc pour moi, ça a été une petite déception, ça. Donc, je vais lui donner mon flop. Mon top, je vais être comme Gaël, je vais le donner à la dernière promo de la fin, là, entre Roman Reigns, entre la tête de la table et Johnny Boy, parce que vraiment, c'est énorme. Cette rivalité, là, depuis le début, c'est un truc de fou. Le Star Power à SmackDown, on en prend plein, ça en éclabousse, tellement on en prend du Star Power à SmackDown. Et donc, du coup, juste avant ce SummerSlam, c'était vraiment juste ce qu'il fallait pour chauffer. Donc, du coup, moi, je vais être un petit peu supérieur à Géliel. Ma note, je vais donner un peu au-dessus. Ça m'a bien hypé ce qu'il fallait, en fait, pour le SummerSlam, pour lequel j'étais de toute façon déjà bien chaud. Et moi, je vais donner un 2,75. Allez, ouais, je vais donner un 2,75 pour ce SmackDown. Et voilà, ainsi se termine la review de ce Friday Night SmackDown. Ne bougez pas, la famille, Gaël et Géliel, parce que là, maintenant, on va passer rapidement au prono de SummerSlam. Alors, on commence, j'y vais direct, j'ai la carte sous les yeux. Alors déjà, je vais remercier tous ceux qui seront passés par les pronos de Discord, de la communauté Discord, et qui l'auront laissé. D'ailleurs, Gaël et Géliel, vous l'aviez fait déjà au préalable. Yerem, Ringside, Zigote, Max Hardy, Gino la main froide, Kyrias, Papy, Bébélu, Raphaël. Voilà, bravo à tous pour d'avoir déposé vos pronos pour SummerSlam. Là, on va pouvoir vous les donner en direct, live. Alors les amis, on y va un peu dans le désordre de la carte. Je connais pas exactement quel va être l'ordre de la carte. Donc on va commencer par des matchs sans ceinture. On va commencer par Jinder Mahal versus... On va commencer avec Gaël, tiens. Jinder Mahal versus Drew McIntyre, Gaël. Alors, moi, je pense que ce serait Drew McIntyre, parce que Jinder Mahal, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, et je sens pas qu'il serait de retour pour vraiment se propulser en haut. Ok. Géliel. Pareil, je vois le bel homme l'emporter, même si le retour de Jinder Mahal avec ses acolytes là est en train de construire quelque chose, certainement. Mais par rapport à tout ce qu'il a fait l'année dernière, je sais pas si ce serait vraiment très juste de proposer une défaite à Drew McIntyre à SummerSlam en plus, quoi. Ouais. Moi, je donne Drew McIntyre aussi également, le bel homme, le psychopathe écossais. Ça me paraît assez logique dans la rivalité. Je pense qu'il va passer à autre chose. Je me demande s'il va pas se faire drafter aussi du côté de SmackDown. C'est une des grandes questions là pour la fin août. Donc je vais vous rejoindre là-dessus et je vais donner Drew McIntyre. Allez, ensuite, on a Alexa Bliss versus Eva Marie, Gaël. Pour moi, c'est Alexa Bliss, parce que c'est la seule que je connais. D'accord. Géliel? Moi, j'aimerais bien Alexa Bliss, et puis elle embarque Eva Marie dans la magie, et toutes les deux, elles disparaissent. Ce serait pas mal, ça. Ce serait pas mal. Ouais, je sais pas quel genre de finish il va y avoir pour ce match, j'ai les grosses méfiances. Moi, je donnerais Alexa Bliss aussi. Hein. Alors, j'avais fait les sondages Twitter auprès du peuple de catch-up par exemple, pour Drew McIntyre, Jinder Mahal, 90% pour Drew McIntyre. Et pour Alexa Bliss, pareil, 90%. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, vous êtes largement dans les mêmes clous que Twitter. Ensuite, Edge, Seth Rollins. Attention, Gaël, attention. Edge, évidemment, parce que c'est le plus Edge, fort. évidemment. Ok. Voilà. Ok. Je n'en dirai pas plus. Géliel? De cœur, Edge, et puis je pense que tout s'est bien construit pour aussi qu'il y ait une belle victoire de Edge dans la foulée, même si la feud continue. J'attends surtout un super match avec plein d'émotions, et voilà, mais la victoire de Edge à la fin. Et ben moi je vais donner Seth Rollins. Voilà. Moi je vais donner Seth Rollins. Et d'ailleurs, le peuple de Twitter nous rejoint puisque à une courte majorité donne la victoire à Seth Rollins à 51% et 48% pour Edge. 48,1 et 51,9 exactement. C'est serré cette affaire. C'est n'importe quoi. c'est les pronostics Twitter. Allez, Ouzo versus les Mysterio. Gaël.
je pense que c'est les Usos parce que les Mysterio, je pense pas qu'ils vont gagner parce que vu que Dominique enchaîne bourde sur bourde, je pense que ça va être la séparation et une bonne raison pour la séparation. Génial. Sur une ultime. Moi, j'aimerais bien un sacre en public des Mysterio. Mais si, à WrestleMania, ils avaient récupéré le titre en public, je crois. Ouais. Ah ouais, donc ça remet. Eh ben, je sais pas. J'aimerais les Mysterio, donc je vais mettre les Mysterio. Voilà. Bah moi aussi j'aurais mis les Mysterio, pareil quoi. Donc et à Twitter on met 52% pour les Mysterio, 48% pour les Usos. Donc ça, voilà encore un match serré. Allez, match pour la ceinture US. Sheamus versus Damian Priest. Gaël. Sheamus parce que Damian Priest, je le verrais mal prendre la ceinture. C'est plus de. Ok, Géliel. Moi, je verrais bien Damian Priest parce que voilà, c'est l'aboutissement depuis son arrivée. Même face à un Sheamus qui fait le taf très largement autour de cette ceinture, c'est le bon moment pour Damian Priest après une montée en puissance pour montrer à tout le monde qu'il est arrivé dans le main roster. Et voilà, Priest. Ouais, Damian Priest a une belle construction de personnage depuis qu'il est arrivé dans le main roster. Tous les gars qui viennent de NXT peuvent pas en dire autant. Et on peut dire que lui, il a été plutôt bien construit. Ça se passe plutôt, son cheminement se passe bien et qu'il perde ou qu'il gagne finalement ce titre US de toute manière. Là, c'est une belle année 2021 pour Damian Priest. Moi, j'aurais donné Damian Priest aussi. Par contre, du côté de Twitter, c'est oui, on donne Damian Priest aussi. Et largement, puisqu'à 88% pour Damian Priest et 12% seulement pour Sheamus, quoi. Allez, petite tag team par équipe de Raw. AJ Styles Omos versus Orton Riddle. Gaël. Je pense que c'est AJ Styles Omos parce que Randy Orton et Riddle, c'est vraiment c'est trop pas tôt. les mêmes du coup. Je pense sur une bourde de. Tu penses qu'ils vont pas bien s'entendre en fait, ouais. qu'il va y avoir un problème entre Randy Orton et Riddle. Ouais, je pense surtout que c'est ça. Ouais, c'est possible. Et G-Styles va en profiter pour faire un petit roll-up sur Riddle ou Randy Orton pendant qu'ils sont en train de se disputer. D'accord, ah ouais, G-Styles, c'est un filou. Je vois que tu connais bien l'animal. Géliel. Il y aurait des choses, en cas d'une défaite des RK Bro, il y aurait vraiment des choses sympas à faire. Mais j'ai bien envie de les voir gagner. Voilà. Okay. Je pense qu'il y aurait plus d'histoires à raconter d'ailleurs s'ils perdaient, mais j'ai très envie de les voir gagner aussi. Donc je vote RK Bro. Je crois que j'ai voté un match nul, moi. Et le peuple de Twitter, lui, il vote Orton Riddle à 65%. 35% pour AJ Styles et Omos. Allez, les femmes. Alors, Sasha Banks versus Bianca Belair. Gaël. Moi, je pense que ce serait Bianca Belair parce que en ce moment, elle roule un peu sur tout et elle va pas s'arrêter si tôt. Du coup, je pense que c'est Bianca Belair. Bianca Belair qui conserve. Géliel. Pareil. Je la vois très très forte et donc je la vois bien conservée. Moi j'aurais dit Sasha Banks. Et du coup, c'est vous avez le peuple de Twitter avec vous, Géliel et Gaël, parce qu'ils ont donné Bianca Belair à 55% et 44% Sasha Banks. Ça reste quand même assez serré quand même entre les deux, encore. Allez, match cette fois pour les femmes encore, mais cette fois-ci du côté de Raw, puisqu'on a un triple threat, une triple frite comme nous sommes en ce moment, entre Rhea Ripley, Charlotte Flair et Nikki Ash, Gaël. Moi, ce serait Rhea Ripley parce que est hyper grande, hyper forte et je pense, vu qu'elle vient de sortir de la NXT il n'y a pas si longtemps que ça, et ce serait bien qu'elle soit sous les feux des projecteurs. Qu'elle reprenne le titre. Oui. Génial. Je suis vraiment partagé. Vraiment partagé. J'ai pas envie que Charlotte le reprenne si tôt. Est-ce que ce serait pas too much une victoire à SummerSlam pour Nikki Ash? Et en même temps, Rhea Ripley, elle n'a pas fait une feud extraordinaire. Je suis vraiment partagé. Je sais pas. Je vais mettre Nikki pour la confirmation, mais
pas trop convaincu. Bah écoute, je sais pas si ça va te rassurer ou pas, mais du côté de Twitter, il y a aussi une grosse hésitation parce que tu vois, on a Rhea Ripley à 28%, Charlotte Flair à 33%, Nikki Ash à 38%. Moi comme ça aussi, j'avais dit avant ce SummerSlam, ouais, pour moi c'était Nikki Ash. Donc je vais rester là-dessus et je vais donner Nikki Ash. Nikki Ash. Allez, on passe aux deux dernières ceintures là, deux dernières grosses ceintures de la soirée puisqu'on a tout simplement Bobby Lashley versus Goldberg pour Monday Night Raw. Gaël. Moi, je pense que ce serait Goldberg parce qu'il est ultra fort et on a bien vu que contre Brock Lesnar, il pouvait vraiment être ultra fort. Ah ouais, alors, et le fait que Goldberg soit un catcheur très âgé, ça te pose pas de problème en fait. Bon, tu me diras non. si tu supportes Edge. Tu peux supporter Goldberg. C'est pas gentil. Géliel, Lashley, Goldberg, Lashley. Lashley pour moi. Et se dire que le énième retour de Goldberg aura servi à... Aïe, je me prends un truc dans le visage en disant ça. Aura servi peut-être à lancer quelque chose par rapport à son fils, je sais pas. Mais je vois mal perdre contre le Almighty, quoi, vraiment. Ouais, alors moi gagner, contre le Almighty. Ouais, moi je te rejoins également. Moi aussi, j'aurais donné Lashley. Je pensais même qu'il allait gagner de manière écrasante sur Twitter et en fait, il remporte le match, voilà, 70% pour Bobby Lashley, 30% pour Goldberg. Et enfin, le dernier match de la soirée, le main event, le clash Roman Reigns, la tête de la table versus John Cena, peut-être recordman Cena, qui sait. Alors là, Gaël, là c'est chaud. Moi, tu vois, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce SummerSlam, c'est qu'on va terminer le pay-per-view par un main event où le match est super serré, super équilibré, et ça c'est génial, ça. Moi, je pense, comme je l'ai dit avant, ce serait Roman Reigns pour lancer la retraite de Cena. D'accord. Ok, carrément. Le jeune envoie John Cena à la retraite. Et ben voilà, c'est comme ça. Même si je l'adore, même si. Ouais, on les connaît, les jeunes, on les connaît. Géliel ? Cena, ouais. Sans raison, enfin sans réflexion autour de la raison, je veux que Cena gagne, chope son 17e titre, fasse mettre debout tout le stade, et voilà quoi. Ouais, alors là, effectivement, c'est bien la vieille génération qui parle, parce que moi, pareil que toi, moi, je veux voir Cena brandir la ceinture, là, avoir le 17e titre, ça sera énorme, quoi, pour l'histoire, ça sera un truc totalement incroyable, et en plus face à un adversaire, peut-être un des adversaires les plus forts des 20 dernières années, là. Donc du coup, là, ça rigole pas, quoi, et ça peut nous sortir un match énorme. Alors j'espère qu'on va vraiment avoir un des plus grands matchs de l'année, là. Là, je n'hésite pas à le dire. Voilà, clairement, un des plus grands matchs de l'année, là. Il nous faut 354 jours de règne pour Roman Reigns en l'occurrence pour le SmackDown, donc 355, ça commence à faire beaucoup, donc voilà, il y a beaucoup de choses autour de ce match-là. Ouais, mais là il nous faut un 4 étoiles minimum déjà et il nous faut un match extraordinaire, donc j'espère fort pour ça. Donc moi je fais pour moi c'est du 50-50 là, c'est un truc de fou. Rarement un match aura été aussi équilibré pour moi pour le titre suprême et je vais être Team Cena. Allez, je vais donner Team Cena. Ouais, allez, Cena pour le 17e titre, quoi. Allez, alors, petite question. Gaël, tu regardes NXT ? Non, non, tu regardes pas. Et toi, Géliel, tu regardes NXT ? Non, toujours pas le temps. J'aimerais, mais j'ai toujours pas le temps. Je commence à suivre un peu plus les infos, par contre. D'accord. Alors, je vais vous donner vite fait la carte. Il y a 5 matchs, c'est toujours ça, TakeOver. Il y a toujours 5 ou 6 matchs. En l'occurrence, 6 matchs avec le kick-off, mais là, j'ai pas le kick-off particulièrement. Donc, il y aura 5 matchs au programme qui vont se dérouler dans la nuit de dimanche à lundi. Kyle O'Reilly versus Adam Cole. Twitter a donné pour l'instant Kyle O'Reilly vainqueur avec 52%, 48% pour Adam Cole. LA Knight, Cameron Grimes pour le $1 Championship. Victoire assez écrasante de Cameron Grimes de 78%. LA Knight à 22%. Ensuite, on aura le match pour le titre féminin de NXT, en l'occurrence Raquel Gonzalez versus Dakota Kai. Alors là, c'est simple, sur Twitter, on est à 50-50. Donc vraiment, c'est archi serré.
Pour le titre NXT UK, on aura Walter qui va affronter Ilja Dragunov. Et là, c'est étonnamment Dragunov qui est largement en tête avec 66% et 33% pour Walter. Alors Walter qui est champion depuis 2 ans à NXT UK maintenant, qui a déjà affronté Dragunov et qui l'a déjà battu. Mais là, c'est le retour et pour la première fois en terre américaine. Donc ça va être un des très 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 gros matchs de la soirée. Et puis le main event, ça sera donc Karrion Kross. Tu le connais, Karrion Kross, Gaël? Non. Non, tu le connais pas? Tu l'as pas vu à Raw? Non. Ah ok, d'accord. J'ai pas regardé Raw. Ah, t'as pas regardé Raw ces derniers temps? Parce qu'il est apparu plusieurs fois à Raw ces derniers temps, quoi. Et qui est donc le champion de NXT et qui va affronter Samoa Joe, qui lui est un ancien du main roster et qui est de retour à NXT ces derniers temps. Et ils s'affrontent dans le main event pour le titre suprême de NXT. Voilà, c'était le point sur la carte de NXT TakeOver 36 qu'enchaînera SummerSlam. Donc là, on a eu un énorme week-end de catch et on peut pas terminer cette émission sans ce qui s'est passé vendredi soir, parce que quand on dit qu'on a un énorme week-end de catch, c'est vraiment un énorme week-end de catch, puisque avec le SmackDown Go Home Show de SummerSlam, TakeOver 36, et à ça s'est ajouté le All Elite Wrestling Rampage qui s'est déroulé vendredi soir à 22h heure américaine, presque à la fin, ça a commencé presque à la fin de SmackDown, et ça a commencé avec 17 minutes de folie, 17 minutes de CM Punk, CM Punk, CM Punk, CM Punk. Ouverture de ce Rampage, comme annoncé, comme prévu, comme attendu. CM Punk a fait ses retours dans le Pro Wrestling et il est de retour du côté de la All Elite Wrestling. Alors, je sais pas si Gaël connaît CM Punk. Géliel, j'imagine que toi, tu connais l'animal. Est-ce que tu avais entendu parler donc de ce possible retour qui avait été largement teasé, mais jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr et certain. Est-ce que tu as vu quelques images? Est-ce que tu en as entendu parler? Et qu'est-ce que tu penses finalement de ce retour de ce CM Punk 7 ans après avoir quitté les rings de la WWE et les rings tout court d'ailleurs? Oui, vas-y. Moi, je connaissais CM Punk, surtout avec sa rivalité avec Cena. Et je le reconnaissais parfois dans le Royal Rumble. Ouais. Et du coup, je sais pas. T'es en attente de voir. Ouais. J'attends de voir ce qui va se passer. Est-ce que le fait qu'il y ait CM Punk retour au catch, est-ce que tu vas aller regarder du coup des segments, des matchs de la All Elite Wrestling? Peut-être quelques-uns, peut-être des gros shows. Jusqu'à présent, tu regardais pas? Jusqu'à présent? Non. Non. Si, j'avais vu une fois un aperçu, mais. Ouais, d'accord. Tu connais pas encore vraiment cette fédération, quoi. Donc là, c'est la découverte. Bah, c'est bien, c'est bien. Et toi, Géliel, tu penses quoi là de cette arrivée tonitruante avec une pop incroyable, hein. Il a fait une promo, voilà, sur son retour, sa vie, son œuvre. Je vous épargne tous les détails de la promo. Et il a bien expliqué qu'il n'était pas là pour faire du part-timing. Il est bien là pour catcher et bien catcher. Il a été défié au cours de la soirée par la tag team Sting, Darby Allin, en particulier Darby Allin. Donc ça y est, il est rentré de plein pied et il a un match pour le pay-per-view prévu du 4-5 septembre, le All Out du début d'année septembre 2021 donc. Et donc il rentre directement dans le vif du sujet, mon bon Géliel. Ouais, alors donc c'était teasé depuis un petit moment. J'ai l'impression que c'est alors dans la promo, il a pas non plus oublié d'égratigner la WWE comme à son habitude, et puis comme il le faisait dernièrement. Je sais pas. Alors quant à ses qualités in-ring, ce qu'il en reste maintenant, mais ça peut être tout à fait jouable. C'est un énorme coup pour la All Elite Wrestling, évidemment. J'ai l'impression que c'est un des plus gros coups qu'ils aient fait depuis longtemps, puisque CM Punk à la WWE, ça fait depuis qu'il est parti que tout le monde en parlait, et c'est finalement pas la WWE qui le fait revenir. Donc c'est énorme. Ça constitue vraiment le concurrent poids lourd de la WWE, et à voir qui devient le concurrent de qui, peut-être maintenant dans peu de temps, quoi, au final. Donc voilà, c'est énorme. On va voir comment ça va durer, mais ça nous promet des affrontements. Et puis, quand il y a de la concurrence, globalement, ça a tendance à tirer le tout vers le haut. Donc, pour nous qui sommes fans de catch, c'est qu'on soit pur WWE, pur All Elite Wrestling, ou un peu des deux. Dans tous les cas, on n'a qu'à y gagner à ce que les deux brands se tapent dessus et veulent rivaliser de qualité pour attirer les spectateurs.
Ouais, je suis bien d'accord avec ça. C'est que du bonheur d'avoir une nouvelle offre comme ça, une nouvelle promo qui est arrivée depuis 2019. Moi que je suis depuis le début, quoi. Et moi je suis un grand fan de la All Elite Wrestling. Je regarde systématiquement tous les Dynamite et les pay-per-view. C'est vraiment une super alternative. Voilà. Ça me Il leur manquait effectivement un gros draw là, et là ça vient d'arriver. Donc là ils viennent de faire signer CM Punk. Il est apparu officiellement dans une pop stratosphérique à Chicago, sachant qu'il y a encore 2 noms énormes à arriver, dont un qui est déjà connu, en l'occurrence Daniel Bryan. Le troisième, ça va être une découverte en septembre, ça. Donc là ils sont en train de faire venir du très très lourd. Ils sont en train de se positionner en concurrent vraiment important, surtout qu'ils ont quand même osé la coller un show le vendredi soir, pas en face de SmackDown, mais presque, quoi. Ça se chevauche un peu au niveau des horaires, donc c'est un gros pari télévisuel aussi, cette affaire. Et là je sais pas ce qu'ils vont nous proposer avec cette arrivée de CM Punk. On va voir 7 ans qu'il a pas catché. Il y a plein de questions aussi à se poser sur ce que va faire CM Punk à la All Elite Wrestling, comment ça va être managé toute cette histoire. Mais j'ai assez confiance, il y a de l'argent à la All Elite Wrestling. Il y a du boulot qui est fait en coulisses. Et je pense que ça va tenir la route, donc je suis assez impatient de voir comment ça va se découvrir. Et puis en tant que fan de catch, tout simplement, comme tu l'as bien dit, clairement, voilà, c'est que du bonheur, On a le droit à plein de bons catch là, et on va avoir un gros SummerSlam à suivre, parce que c'est ça l'actualité, et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce SmackDown, les amis. Alors, de l'actualité, il y en a à gogo. Cette semaine là, vous avez eu une semaine assez internationale sur Catch Up, puisque on vous a fait un petit peu de tout. On vous a fait du catch japonais, on vous a fait du catch mexicain, on vous a fait du catch américain. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe à Catch Up. Et vous avez déjà en ligne donc NJPW Résurgence, vous est commenté par l'ignoble Ringside. Vous avez le Triple Mania 29 qui s'est déroulé à Mexico City et qui est analysé par moi-même, tout simplement. Le Monday Night Raw du 16 août 2021, avec Goldberg en tête d'affiche, qui est reviewé par Ringside et notre coyote Zigote. Cette semaine à venir, si vous l'écoutez en ce moment même, la review de SmackDown, vous aurez à suivre la review de SummerSlam, la review de TakeOver 36, la review de Raw post-SummerSlam. C'est le catch, ça n'en finit jamais. Et alors, je vais pouvoir remercier mes amis de la triple frite familiale, pour ce SmackDown cette semaine. Merci à toi, Gaël, pour ta première participation chez nous. Merci. Merci à toi, Géliel, pour cette analyse toujours fine et pertinente. Eh ben, merci tonton, merci pour ce hosting de qualité une fois de plus, et puis merci d'avoir accepté le petit nouveau dans la Triple Streak. Ouais, on est une grande tribu à Catch Up, quoi. Donc, et on accueille de tous les âges. L'antenne est ouverte, c'est comme ça qu'on est. Allez, c'est là-dessus qu'on vous laisse. On vous souhaite une bonne semaine, pleine de catch. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge, plein à la face. Salut Gaël. Salut. Salut Géliel. Salut à tous. Et salut peuple de catcheurs. Bon ça va être le tube de l'été, cette review, une triple tweet là avec un Millennials versus Génération X. Bon, alors maintenant qu'il a eu sa review, il va filer ranger sa chambre. Hein. Oui.